Bon. Donc l'intention de cette première table ronde, c'est d'expliciter les relations entre ceux qui investissent, on va le voir avec BlackRock, ceux qui fabriquent les indices ISR ou les indices mixtes, on va en reparler avec Nicole, ceux qui font les recommandations aux investisseurs pour le sens de leur vote, ce sera avec Jean-Nicolas, et puis évidemment les grandes entreprises, hein, avec Gérard et Stéphane. En d'autres termes, l'idée, c'est de vous permettre de comprendre les rouages d'une organisation mondiale qui est objectivement assez complexe, qui associe à la fois les capitaux financiers, la gouvernance et la performance sociale, dans l'objectif de construire progressivement et de plus en plus un capitalisme qu'on va qualifier de responsable, et moi j'ajouterais de moderne. Alors on va commencer avec Eric. Eric, BlackRock, c'est le leader mondial de la gestion des capitaux et de la gestion des risques. Ça pèse 4 700 milliards de dollars, oui, c'est beaucoup. C'est 2 fois le budget de la France, c'est un quart des 100 premières capitalisations boursières mondiales. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est énorme. Eric, quelle est la responsabilité de l'énorme gérant de capitaux que vous êtes en votre qualité d'actionnaire? Et puis la deuxième question, c'est comment est-ce que vous utilisez les droits de vote qu'on vous confie? Merci. C'est vrai que quand on dit 4 700 milliards, le chiffre peut paraître important et il l'est. Dites-vous que la gestion de capitaux dans le monde, donc le métier de la gestion, pèse à peu près 62 trillions, donc 62 000 milliards de dollars, gérés par des sociétés comme les nôtres. Et globalement, les actifs liquides dans le monde, donc essentiellement des actions, des obligations, ça pèse à peu près 242 trillions, donc 242 000 milliards de dollars. Donc c'est vrai que 4 700 milliards, c'est beaucoup, rapporté à 242 000 milliards investissables, ça l'est moins. Ce qui est plus intéressant, c'est de se dire, finalement, que se passe-t-il quand un particulier investit ou un institutionnel investit dans un OPCVM, dans une SICAV? En fait, il va générer des droits de vote dont il n'est pas lui-même propriétaire. Les droits de vote, par exemple, s'il achète une SICAV Action, avec du Engie ou du Orange dedans, ça veut dire que les droits de vote de Engie et de Orange vont être la propriété de l'OPCVM, qui lui-même va se tourner vers sa société de gestion, par exemple BlackRock, qui va hériter de ces droits de vote. Donc ce n'est pas le particulier ou l'institutionnel qui est détenteur du fonds qui détient les droits de vote de Total ou de Engie. Dans ce cas-là, c'est bien la société de gestion. Donc il est fondamental de se poser la question, mais finalement, que vont-ils faire de ces droits de vote ? Est-ce qu'ils ont une logique activiste? Est-ce qu'ils vont aller voir Engie en disant « Monsieur Mestralier, je suis désolé, j'aime pas trop le nouveau nom, j'aurais préféré... » Voilà. Non, en fait, est-ce qu'on va faire du micromanagement ou est-ce qu'au contraire, on va être très attaché au respect de certains critères, des critères évidemment de bonne gouvernance. Juste, sans trop rentrer dans les détails, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'au niveau de la gestion dans le monde, se développe un type de gestion qui est très important, qui s'appelle la gestion indicielle. Gestion indicielle, ça veut dire que le gérant ne fait que répliquer les valeurs, répliquer un indice. Je crois que Nicole Notin en parlera tout à l'heure. Donc quand vous répliquez un indice, ça veut dire que vous ne vous posez pas la question de est-ce qu'il faut que je mette du Orange ou du Engie dans le fond. Si dans l'indice, il y a marqué qu'il faut que vous en ayez 5%, vous en mettez 5%. Si par exemple dans le CAC 40, il y a PSA qui rentre et Gemalto qui sort, vous rentrez dans le PSA et vous sortez de Gemalto. Ce qui fait que vous allez générer des droits de vote ou pas, mais vous ne pouvez pas dire à l'entrepreneur que vous avez en face de vous si vous n'appliquez pas les critères qui sont importants à nos yeux, je n'achèterai pas votre titre ou je vendrai. Pas du tout, parce qu'en fait, vous êtes tenu d'acheter. C'est pour ça que ça dédiabolise un petit peu le rôle du gérant, parce qu'on se dit, finalement, 4 700 milliards, oui, mais dans la réalité, ils sont tenus d'avoir ces titres-là en portefeuille. Donc, si j'ai une recommandation à vous donner, c'est prenez les indices au sérieux. D'accord ? Les indices, c'est quelque chose qui paraît exotique, des méthodologies parfois un peu compliquées. Pourquoi dans le Nikkei, c'est une moyenne arithmétique? Pourquoi dans le Dow Jones, c'est pondéré par le poids des valeurs? Pourquoi finalement telle valeur ne vient rentrer dans le Dow Jones alors que ça fait 20 ans qu'elle aurait pu y rentrer? Donc les indices, ça peut paraître un petit peu exotique jusqu'au jour où il y a une société qui s'appelle Lehman Brothers qui, 2 semaines avant de faire faillite, émet de la dette. C'est bien, ils en avaient un petit peu besoin. Leur dette est validée par les agences de notation. Et donc le poids de Lehman Brothers est doublé dans les indices 2 semaines avant la faillite. Et là, le jour de la faillite, vous découvrez, tiens, c'est marrant, j'aurais dû m'interroger sur la construction des indices.
Donc on va revenir d'ailleurs très largement avec Nicole et Eduardo justement sur la fabrication de ces indices, parce que vous dites c'est très important. En fait, BlackRock, c'est plutôt de la gestion passive, que l'on dit. Mais alors, moi, j'ai envie de faire un petit peu de pédagogie avec vous. Les entreprises peuvent se financer soit évidemment par des fonds, soit se financer avec les banques. Alors, quel est votre rôle, vous, par rapport dans le financement de l'économie par rapport aux banques ? C'est un point fondamental. Vous savez qu'aux États-Unis, le financement de l'économie des entreprises est assuré essentiellement par les marchés financiers et par le marché par les sociétés de gestion de capitaux. En Europe, on a une situation un petit peu inverse, où les banques sont dominantes. Donc on ne pense pas, c'est pas parce qu'on est américain que je travaille pour une boîte américaine, qu'on pense qu'il faut dupliquer en Europe ce qui se passe aux États-Unis. Pas du tout. Je pense que les banques françaises et européennes sont très bien organisées et ont vocation à jouer un rôle dominant dans le financement. BlackRock ne va pas pouvoir financer telle PME lyonnaise. Je crois qu'il faut oublier ça. En revanche, avoir un financement plus équilibré qui donnerait aux grandes entreprises la possibilité d'avoir un financement via les banques, ce qu'elles font depuis toujours, mais aussi, pourquoi pas, via les marchés financiers, via les sociétés de gestion comme nous, ça a du sens. Pourquoi ça aurait du sens ? En fait, si on peut réduire les coûts de ce financement, si on peut le diversifier, si on peut fixer un cadre, et c'est ce que la Commission européenne s'évertue à faire. Je vous rappelle que M. Juncker, l'été dernier, a bien expliqué que l'union des marchés de capitaux à horizon 2019 était une priorité pour lui. Il s'agit donc de fixer un cadre pour nous tous, dans lequel on aurait une libre circulation des capitaux, et cadre dans lequel les marchés de capitaux et les sociétés de gestion pourraient avoir un rôle à jouer, un rôle qui permettrait aux entreprises, aux particuliers, financement des retraites, financement de l'économie d'une manière générale, qui permettrait d'avoir un financement moins cher, parce que, in fine, c'est bien l'entrepreneur qui le paye, mais surtout, nous, ce qui nous intéresse en tant que société de gestion, c'est de s'assurer que les conditions d'une concurrence loyale, je dirais, entre les banques et les sociétés de gestion, qu'il y ait des conditions loyales de concurrence. Juste pour terminer là-dessus, si une entreprise émet de la dette, emprunte 100 € ou 100 millions auprès de sa banque et qu'elle émet une obligation de 100 auprès des marchés financiers, si cette entreprise vient à défaillir, 100 d'un côté, 100 de l'autre, l'investisseur institutionnel qui aura acheté une obligation de 100 ne sera pas du tout traité de la même façon que la banque qui a prêté 100 à cette même entreprise. On pourrait dire, mais pourtant, au bout du compte, c'était la même chose. Ça ne l'est pas, et donc ce sont des aspects très importants sur lesquels on souhaite travailler. Voilà, donc on l'a brossé très rapidement, ça peut vous paraître très financier, vous pouvez me dire quel lien avec la performance sociale. En réalité, si, il y en a un qui est très important, c'est ces fameux indices ISR ou mixtes, on va y revenir tout à l'heure avec Nicole. Une dernière question, Eric. Au fond, vous ne prenez pas beaucoup de décisions, vous écoutez ce que vous disent vos clients et vous exécutez. Je caricature à peine. Et du côté des votes aux assemblées, est-ce que vous suivez de la même façon les recommandations qu'émettent les agences spécialisées, ou est-ce que vous prenez du recul et vous les analysez et vous décidez vous-même ? En fait, comment ça se passe à ce niveau-là ? Parce qu'on va y revenir, les résolutions aussi relèvent, en tout cas certaines, de la performance sociale. C'est vrai qu'on participe globalement à 15 000 assemblées annuelles par an. Je ne vais pas à toutes, mais l'objectif, c'est quand même d'y aller. On vote à peu près à 125 000 résolutions. Et sur les 125 000, les derniers chiffres, c'est globalement, dans à peu près 9% des cas, on a voté contre. D'accord ? Donc 9% de 126 000 résolutions, ça veut dire qu'on est quand même actif dans le choix, dans l'utilisation des droits de vote. C'est-à-dire que, vous l'avez bien dit... Sous la recommandation des agences ou de votre propre chef ? C'est juste pour que tout le monde comprenne. C'est un point très important, vous avez raison de le préciser là-dessus. On engage un dialogue très intéressant avec les agences, parce qu'elles nous apportent des conseils qui ont une grande valeur. Mais vis-à-vis de nos clients, on est très clair, c'est bien notre responsabilité qui est en jeu. D'accord ? Donc, lorsque BlackRock vote contre ou pour les droits de vote double, par exemple, au hasard, c'est bien notre responsabilité qui est en jeu. Après, quand on est discuté avec les agences, c'est un autre problème. Ok, alors je vais passer justement à Jean-Nicolas. Donc Jean-Nicolas, finalement, est un prestataire de BlackRock, ou un partenaire, plus exactement, de BlackRock, puisqu'il va émettre des sens et des recommandations au niveau des votes de résolution d'Assemblée générale. Donc ISS est aussi un leader mondial, c'est le leader mondial des agences de conseil en vote aux Assemblées générales. Donc vous couvrez 115 pays, vous employez 850 personnes, vous existez depuis 30 ans, donc c'est une très belle réussite. Jean-Nicolas, est-ce que tu peux nous dire, au sein de ISS, comment est-ce que vous structurez l'organisation des résolutions ? Quelles sont les grandes familles et quelles sont celles en particulier qui relèvent de la performance sociale ? Oui, merci Caroline. Alors, je voudrais embrayer sur ce que Eric a dit.
de dire que nous servons et nous conseillons à peu près 1300 investisseurs institutionnels dans le monde pour les aider à exercer leur droit de vote de manière intelligente pour chaque résolution qui est présentée à l'Assemblée générale. Mais tout comme BlackRock, la totalité de nos clients prennent leurs propres décisions en bout de course. Donc nous ne recevons jamais de procuration pour le compte des clients. Et nous exerçons ces activités dans le monde avec chaque fois une approche locale. Et nous avons par exemple une équipe de 12 personnes ici sur Paris pour couvrir les assemblées générales françaises. Tu parlais de catégories de types de résolutions en assemblée générale. Effectivement, nous avons 5 grands types de résolutions qui requièrent l'aval de la majorité des actionnaires rassemblés en assemblée générale pour être validées. La première, c'est tout ce qui a trait aux nominations, donc nominations pour représenter les actionnaires, soit au niveau du conseil, soit au niveau du conseil de surveillance. On a toute la problématique de la rémunération des dirigeants d'entreprise. C'est le fameux C-on-P qui a vu le jour en France il y a quelques années et depuis plus de temps dans d'autres pays. Nous avons également toute la problématique de la nomination des commissaires aux comptes. La quatrième, c'est tout ce qui concerne le droit des actionnaires, qui la plupart du temps se matérialise par une modification statutaire, donc des statuts de l'entreprise. Et nous avons une dernière catégorie qui prend de l'ampleur ces dernières années, d'abord aux États-Unis et de plus en plus en Europe également, c'est ce qu'on appelle les résolutions d'actionnaires, c'est-à-dire les résolutions qui sont présentées au vote de l'Assemblée générale, non pas par le conseil d'administration, mais par un ou plusieurs actionnaires en direct. Et ce type de résolution couvre souvent des problématiques de performance sociale, à savoir des problématiques environnementales ou sociétales ou de gouvernance. Est-ce que tu pourrais nous présenter, pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne, 2-3 exemples de résolutions qui relèvent de la performance sociale, à propos desquelles l'ISS aurait émis une recommandation négative, que tu nous expliques pourquoi, et s'il y a eu des conséquences suite au vote négatif de cette résolution, et quel type de conséquences, en fait, ça peut engendrer, pour qu'on comprenne si c'est du sérieux ou pas. J'espère que c'est du sérieux. Je vais prendre un exemple, d'abord peut-être pour bien indiquer, parmi nos 1300 clients, nous émettons des recommandations de vote par rapport à leur propre philosophie de gouvernance ou leur philosophie ESG, donc de nouveau environnementale, sociétale ou de gouvernance. Ce qui veut dire que nous pouvons conseiller des clients différemment par rapport à un référentiel différent. Un exemple, nous avons toute une série de clients très soucieux de la performance sociale des entreprises qui nous ont demandé d'identifier dans chaque secteur les sociétés qui manifestaient une déficience de communication, donc de transparence, en matière de performance sociale, de nouveau par rapport à leur secteur, et de pouvoir les identifier pour éventuellement mettre un vote négatif sur, par exemple, l'approbation des comptes consolidés, ou dans d'autres pays sur d'autres types de résolutions qui sont portées à l'Assemblée générale, de manière à pouvoir envoyer un message fort et bien précis vis-à-vis de l'entreprise et de dire que ces investisseurs désirent une amélioration de la transparence en matière de performance sociale. Ça a un impact dans la mesure où ce vote est accompagné d'une explication vis-à-vis de l'entreprise pour que l'entreprise puisse interpréter le vote négatif. Un autre exemple, peut-être plus positif celui-là, concerne la rémunération. Et de plus en plus, on voit un certain nombre d'entreprises qui incluent dans leurs critères de performance qui va déterminer la rémunération variable des dirigeants d'entreprise, des critères de performance sociale. Par exemple, des critères de taux de sécurité au travail, etc. On a des exemples ces dernières années également sur le marché français, comme par exemple chez Total, chez Saint-Gobain, chez Eurotunnel, mais de manière plus mondiale, dans les industries notamment extractives et énergétiques, on voit que maintenant la majorité des plans de rémunération incluent des critères de performance qui sont liés à la performance sociale des entreprises. Merci Jean-Nicolas. Je vais passer maintenant à Nicole. Nicole, quels sont les principaux critères sur lesquels vous vous focalisez en matière de performance sociale? Et est-ce que vous rejoignez la position d'Éric et de dire qu'en fait, vous observez une montée en puissance des indices ISG ou mixtes? On va en reparler. Nos critères sur la performance sociale, peut-être indiquer que le concept de
responsabilité sociale ou de performance sociale des entreprises est un concept qu'on peut lire de deux manières. Dans le langage commun, on parle d'une responsabilité sociale qui signifie en fait l'intégration également de la maîtrise des impacts environnementaux de l'entreprise, de même que sa relation sur les marchés. Et donc, ça va au-delà de la performance, on va dire, qui relève de la direction des ressources humaines ou des politiques sociales de l'entreprise. Donc, de ce point de vue-là, si je prends au sens large, nous avons à peu près par secteur, on va dire, entre 20 et 22 critères qui sont activés, représentant l'ensemble du champ que je viens de décrire. Si on est plus précisément sur le champ de ce qu'on peut aussi appeler à certains moments l'employeur responsable, on est bien là sur la fonction de l'employeur, et là on a des critères qui touchent principalement à la démonstration que l'entreprise est capable de faire, par exemple sur le développement de la formation, le développement des compétences, de l'employabilité de ses salariés, par exemple également les conditions dans lesquelles elle va maîtriser les impacts d'éventuelles réorganisations ou restructurations, à la fois bien sûr sur la partie prenante salariée, mais également sur des territoires, car ça peut arriver. Évidemment aussi, on analyse la qualité du dialogue social, la capacité de l'entreprise à promouvoir de la relation contractuelle. Voilà. Chacun de ces facteurs, de ces critères est analysé en tant que tel et sont consolidés in fine pour donner un score et une opinion sur le niveau de la performance. Mais vous voyez bien que quand on parle de niveau de la performance, c'est en plus, c'est en opportunité. Ça peut en même temps renseigner, et ça renseigne en même temps, sur la maîtrise d'un risque. Plus le score est bas, plus il y a potentiellement un risque sur le sujet en question. Ça se regarde de deux façons, un plus ou ça peut être également un moins. Par rapport à la montée en puissance des indices ISR, est-ce que vous également, on va passer sur la fabrication, mais est-ce que vous observez également une montée en puissance de ces indices par rapport à vos clients ? Alors, il y a une montée en puissance de ce qu'on appelle les indices ISR, ou disons un développement des indices ISR. Nous avons, pour ce qui nous concerne, développé toute une gamme d'indices avec Euronext, qui couvre à la fois le monde, l'Europe, l'euro, et puis des indices, je vais dire, domestiques. Donc ce type d'indices, et il y en avait d'autres avant nous, il faut, je crois, se dire que ces indices n'ont pas d'abord été conçus pour être des indices financiers. De fait, ils intéressent beaucoup les émetteurs, enfin les corporates, parce que c'est le signe qu'étant dans cet indice, comme un palmarès si vous voulez, ça veut dire quelque chose sur le niveau de la performance de l'entreprise en même temps. Quand on dit, voilà, on a, sur le monde, on a les 120 valeurs les plus performantes sur un univers de 3000 valeurs, ça veut dire quelque chose et ça fait sens du point de vue de l'entreprise. Ce qui est nouveau depuis, je vais dire, les 2 dernières années, c'est qu'on a maintenant une demande d'intégration de facteurs dits ESG, environnement social et gouvernance, dans la construction d'indices qui vont être mixtes, c'est-à-dire qui vont, par exemple, pour un produit structuré, prenons un produit d'assurance vie dans une banque de détail française, qui va être adossé à un indice qui va être lui-même le résultat d'un filtre extra-financier, puis d'un filtre financier, pour finalement donner lieu à un indice, on va dire, de 30 valeurs, qui va être l'indice sur lequel le rendement de l'assurance vie va être lui-même adressé. Donc ça, c'est très récent. On pourrait concevoir ça aussi sur des ETF. Hein. C'est récent, mais je dirais que c'est une démonstration supplémentaire de l'intégration de l'extra-financier. Le concept n'est pas très bon parce qu'il y a toujours un impact financier aussi, mais de l'extra-financier dans des produits dont on attend qu'ils soient à la fois ou des produits dont les valeurs qui réfèrent à ce qui va permettre de mesurer le dividende finalement, et conjuguent à la fois la performance extra-financière et la performance financière. C'est la performance intégrée. Donc on va le voir en fait dans la construction d'indices mixtes ou intégrés. Et une dernière question, Nicole. Selon vous, quels sont les risques que prennent les entreprises finalement à ne pas prendre suffisamment en considération au sérieux
cette performance sociale et quels en sont, à l'inverse, pour vous, les principaux bénéfices? Les risques, pendant longtemps, on analysait ces risques comme en se disant potentiellement et intuitivement, oui, la performance sociale contribue à la performance économique. Enfin, on a tous fait des professions de foi là-dessus, parce qu'on en avait la conviction. Ce qui, je crois, est nouveau maintenant, c'est qu'il y a des démonstrations à l'appui de cette affirmation et cette conviction. Et il y en a un dont je voudrais vous parler rapidement, c'est que nous venons de faire une étude sur les sanctions que subissent des entreprises au regard d'un certain nombre d'allégations qui donnent lieu à des contentieux judiciaires. Il y a une augmentation énorme du nombre de contentieux et une augmentation énorme du coût de la sanction. Ce qui veut dire que la majeure partie des sanctions que nous avons observées, ce sont celles relatives, on va dire, de l'éthique dans les affaires. C'est celles qui sont relatives à la chaîne d'approvisionnement, sujet très sensible aujourd'hui. C'est également ceux par rapport à l'information fournie aux clients ou aux consommateurs. Attention aux informations, je pourrais dire mensongères, mais je vais dire plus élégamment partielles ou cachant un certain nombre de choses. Ce sont des sujets aujourd'hui qui sont des sujets qui montent beaucoup dans le contentieux judiciaire. Et du point de vue social au sens strict, le sujet de la discrimination est aussi un sujet qui prend de l'ampleur du côté des sanctions juridiques. Donc on voit en fait qu'il y a non pas cette convergence, cette intégration montante entre à la fois le financier et l'extra-financier. Maintenant, je vais me tourner vers Gérard et Stéphane. D'abord vers Gérard. Engie, donc c'est un leader mondial de l'énergie, près de 153 000 collaborateurs. Le CODIR est composé de 12 membres, le conseil d'administration de 19 membres. Vous avez également un conseil d'administration avec 4 comités, dont un comité d'éthique et d'environnement et de développement durable. Alors, Gérard, vous êtes dans le monde de l'énergie, c'est un monde qui bouge, surtout en ce moment, avec la transition énergétique qui est au cœur des débats avec la COP21. Vous avez un groupe qui vient changer de nom, vous êtes en pleine transformation. Alors moi, j'ai envie de vous demander la performance sociale dans tout ce contexte. Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous auriez pu dire que dans notre conseil d'administration, nous avons maintenant 63% de femmes. Mais oui, j'ai le chiffre. Voilà. 11 femmes. J'ai dépassé 11 femmes Orange. Et 8 administrateurs. Voilà. Mais c'est vrai, d'ailleurs, vous êtes les premiers dans le CAC. Oui, même un peu plus largement que le CAC. Alors, c'est vrai, pour nous, la performance sociale, elle est au cœur de notre projet d'entreprise que nous sommes en train d'ailleurs de redéfinir ou même de reconstruire avec Isabelle Cocher. Pourquoi ? Parce que notre secteur, vous l'avez dit, le secteur de l'énergie est en profonde transformation. C'est un secteur où il n'y a pas eu beaucoup d'innovation technologique depuis après la guerre, pendant 60 ans. Et d'un seul coup, il y a, comme tout le monde, la révolution digitale et en plus une révolution technologique spécifique à notre secteur. C'est ce qu'on appelle la miniaturisation des équipements renouvelables, c'est l'énergie de proximité, l'énergie décentralisée, décarbonée et donc digitalisée. Et le business model traditionnel qui était le nôtre en Europe, ce n'était pas le cas dans le reste du monde, il reste parfaitement valable. Nous sommes d'ailleurs, produisons 2 fois plus d'électricité en dehors d'Europe qu'en Europe. Néanmoins, en Europe, l'ancien monde de l'énergie, fait des grandes centrales, est en train petit à petit de disparaître, de diminuer d'importance au profit du nouveau monde, plus près des territoires, plus près des consommateurs, ce qui amène un changement de culture pour nous. Et la performance sociale, alors conçue au sens large, comme l'entend Nicole, est absolument clé. Si nous ratons, nous raterons notre transformation. Dans le cadre de cette transformation, ce que nous cherchons à faire, c'est vraiment à passer d'une culture de la production qui a été la nôtre, avec un monopole de l'électricité en Belgique pendant 50 ans, où on a finalement vendu le même produit, le kilowattheure électrique, sans aucun changement. Les électrons étaient les mêmes pendant 50 ou 60 ans. Le mètre cube de gaz en France, avec un monopole. Et nous basculons vers une économie d'usage, une économie de service. Alors heureusement, nous avons pu, dans le même temps et en parallèle, bâtir
une division de services à l'énergie, d'efficacité énergétique, 100 000 personnes, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, très performante, très rentable, qui va nous aider à faire ce basculement. Mais c'est clair que pour nos équipes, la performance sociale et pour le groupe est essentielle. Il nous faut avoir des compétences différentes. Là, en Europe, plus commerciales, plus innovantes aussi. Pendant longtemps, on vendait le même produit. Aujourd'hui, il faut complètement libérer les forces d'innovation. Nous venons de tenir la semaine dernière notre Innovation Week. Ça a été formidable. Beaucoup d'imagination, d'invention. On cherche à libérer l'audace aussi. C'est-à-dire qu'on demande à nos équipes d'oser inventer, d'oser changer. On leur reconnaît aussi le droit à l'erreur. Je crois que dans tous ces domaines, on est en plein dans la performance sociale. De toute façon, on va y revenir très largement. Stéphane, vous êtes l'un des principaux opérateurs de télécommunications. Parce qu'Orange, c'est un effectif de 155 000 collaborateurs. C'est un COMEX avec 11 membres, dont 4 femmes. Un conseil d'administration avec 15 membres, dont 4 femmes encore. Vous avez 3 comités, dont un comité de gouvernance et de RSE. Alors, dans ce monde des télécommunications, je ne dis même plus que c'est un monde qui bouge, c'est un monde qui bouge, qui n'arrête plus de bouger. Et j'ai envie de te demander de la même façon, la performance sociale, elle évolue tout le temps, mais en ce moment-là, maintenant, dans cet environnement ultra mouvant, où est-ce que vous en êtes ? Bon, tout d'abord, globalement. Tout d'abord, je pense qu'Orange, par son histoire, atteste... Pardon, j'ai oublié de dire que Orange a gagné le trophée du capital humain. J'avais préparé. Bravo. Merci. C'est une reconnaissance pour aussi le travail qu'on essaie de faire depuis quelques années. Et puis un encouragement pour l'avenir, parce qu'il y a encore, bien sûr, beaucoup à faire. Non, je voulais simplement commencer par dire que Orange, par son histoire récente, atteste sans doute le fait qu'une entreprise ne peut pas connaître de succès durable si elle n'est pas à la fois dans la recherche de la performance économique et de la performance sociale. Donc voilà, c'est une démonstration aussi peut-être par l'expérience en l'occurrence. Alors, où est-ce qu'on en est? Quels sont les grands enjeux pour nous? La première chose qu'il faut peut-être dire, c'est que dans le monde numérique qui effectivement connaît une sorte de mouvement brownien incessant qui est tiré à la fois par la technologie, par l'apparition de tout un nombre de nouveaux acteurs et puis par des modèles économiques qui aussi sont en permanence challengés par les uns et par les autres. Il y a un enjeu qui est capital pour nous, qui est celui des talents, de la détection des talents, de l'attraction des talents. Et pour une entreprise comme Orange qui a un corps social largement hérité aussi du passé, mais qui a des caractéristiques à la fois positives, de compétences, d'attachement à l'entreprise, d'engagement, qui sont des atouts très forts, mais qui a aussi, je dirais, d'autres caractéristiques. Un âge moyen élevé, on est à 48 ans à peu près, si je prends l'exemple de la France. Un enjeu de renouvellement des compétences et d'attraction des nouveaux talents, notamment dans les métiers du digital. Je prends l'exemple du big data, par exemple, dont beaucoup parlent, qui est un sujet d'ailleurs qui ne concerne pas que les opérateurs, mais toutes les entreprises. On sait tous les uns les autres qu'on a besoin d'attirer des compétences spécifiques dans ces métiers-là. Et donc, le premier enjeu pour nous, qui est tout à fait lié à cette idée de performance sociale, c'est d'être un vrai pôle d'attraction pour des gens qui sont très très demandés aujourd'hui à l'échelle mondiale. Et alors même qu'on ne dispose pas forcément de tous les outils, notamment financiers, qui peuvent permettre de participer à la compétition dans ce domaine. Donc tout ce que nous pouvons nous proposer comme projet d'entreprise, qui permettent de mettre en valeur l'humain, de proposer des parcours professionnels, de donner de la stabilité, du temps, des perspectives aux gens, de la qualité de vie au travail, tout cela, c'est très important dans ce monde de compétition pour attirer les nouveaux talents. Ça, c'est l'aspect un petit peu du futur. Ensuite, nous sommes dans une industrie qui est à la fois très industrielle, technologique, déploiement des réseaux en particulier, et innovation dans le monde des services, des applications notamment, mais qui est aussi fondamentalement un métier de service.
Caroline, vous l'avez dit, 155 000 salariés, 240 millions de clients, donc 240 millions d'utilisateurs dans le monde, 100 millions en Afrique, qui sont autant d'utilisateurs forcément exigeants, de plus en plus exigeants d'ailleurs, parce que le besoin de connectivité ne cesse le besoin et l'attente de qualité dans la connectivité ne cesse d'augmenter. On dit souvent que le smartphone devient la télécommande de la vie. Évidemment, on peut de plus en plus difficilement accepter qu'elle ne fonctionne pas à un moment ou à un autre. Et donc, le niveau d'exigence par rapport à notre industrie ne cesse d'augmenter. Et donc, nous avons besoin aussi d'avoir des employés, ceux qui sont devant nos clients, dans nos boutiques, mais aussi nos techniciens, par exemple, qui viennent intervenir au domicile des gens, qui soient porteurs de cette ambition d'assurer la meilleure expérience client possible. Et pour qu'ils puissent le faire, il faut qu'ils soient eux-mêmes épanouis, bien dans leur peau, et qu'ils aient une qualité d'expérience salariée. Moi, j'aime bien faire un peu cette correspondance entre l'expérience client et l'expérience salariée. Il n'y a pas d'expérience client réussie sans une expérience salariée à la hauteur. Voilà, donc ce sont quelques illustrations du fait que, je dirais, au-delà de, on va dire plutôt la réparation qu'on a essayé de faire au cours des dernières années d'une entreprise qui a été un peu meurtrie quand même par des années de mutation très fortes jusqu'à la fin des années 2000 et la crise que nous avons connue. Nous sommes maintenant plus dans la construction du modèle futur, qui va être un modèle plus digital, bien sûr, et ça c'est l'enjeu aussi important pour nous, mais comme pour toutes les entreprises. Il ne faut pas croire que parce que Orange est un acteur au cœur de la révolution digitale, elle n'est pas elle-même confrontée à la transformation digitale, en son sein, si je puis dire. Donc bien entendu qu'on a un immense chantier, notamment sur la formation, sur la communication à l'intérieur de l'entreprise, sur la relation managériale, sur le référentiel de culture, enfin toutes ces choses qui va être très fortement impacté par la digitalisation, qui est un des grands domaines. Et nous avons voulu, nous, dans notre plan en 2020, afficher un peu cette ambition qui peut peut-être paraître un peu romantique, mais qui pour moi est essentielle, qui est de concilier la digitalisation et l'humain. Parce que pour beaucoup, l'arrivée du digital, l'arrivée massive du digital, elle peut aussi être synonyme d'un certain nombre d'angoisses, par exemple sur la frontière entre la vie personnelle, familiale et la vie professionnelle, sur aussi, je dirais, tout ce qui concerne le contrôle un peu de la performance des individus par l'entreprise. Bref, donc je pense qu'il y a un vrai chantier de ce côté-là pour que le digital ne soit pas anxiogène, mais soit vraiment vécu comme un facteur de progrès pour les individus et pour la collectivité. Oui, merci. On va revenir maintenant sur la gouvernance et on reviendra sur les thématiques abordées d'ailleurs. Est-ce que Gérard et Stéphane, est-ce que vous avez observé une évolution dans la prise en considération de la performance sociale dans les organes de gouvernance, que ce soit COMEX, CODIR et conseil d'administration, depuis 2-3 ans? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en parle plus? Tu parlais de la rétention des talents, de la gestion des big data, de l'équilibre vie profit perso, etc. Est-ce que ce sont des points en fait qui sont abordés dans les organes de gouvernance? Globalement, on reviendra après sur l'un et l'autre. Et puis mon autre question, c'est que, bon, pour des raisons historiques, les deux groupes en fait, avaient déjà des salariés présents dans les conseils d'administration. Autre question, est-ce que je trouve que c'est une bonne initiative, c'est une bonne chose finalement qu'on ait étendu cette pratique à toutes les entreprises? Du point de vue de la performance sociale, justement, est-ce qu'on l'aborde plus en fait quand on a des salariés au conseil? Alors, oui, je crois que c'est incontestable depuis quelques années. Les questions de performance sociale, toujours au sens large, sont plus débattues dans les instances de gouvernance qu'auparavant. Nous avions depuis longtemps, depuis 18 ans, un comité d'éthique. Et ce comité d'éthique est devenu comité pour l'éthique, l'environnement et le développement durable. Donc, il englobe la performance sociale au sens où nous la définissons. Et ce comité est extrêmement actif. C'est ce comité qui a, en dialogue avec le management, bien sûr, qui a accepté que le Conseil s'engage sur des performances extra-financières, affiche des objectifs en matière de performance extra-financière, en matière de formation. Nous voulons que chaque année, les 2/3 de nos salariés, au moins, reçoivent une formation. En matière d'actionnariat salarié, on a fixé des seuils minimaux.
en matière de mixité. En matière de mixité, à la fois un nombre de femmes parmi les cadres dirigeants nommés chaque année, d'ailleurs 1 sur 3, un pourcentage de femmes cadres, un horizon de moyen terme, mais on arrive maintenant, c'était fin 2015, nombre de femmes dans les recrutements ou dans les hauts potentiels. Mais Gérard, quand vous dites on l'aborde un peu plus qu'avant, ça, on est content de ça. Mais ça représente quoi? C'est 10%, c'est 5%, c'est comme ça globalement dans la liste, dans les thématiques abordées en fin d'année, ça peut représenter, c'est juste pour qu'on ait une idée, quelle pondération? Je dirais quand même entre 10 et 20%, si on englobe également la performance environnementale, qui est très importante pour un groupe d'énergie. Les questions évidemment de climat aujourd'hui sont centrales. Il y a des débats sur la place du charbon, par exemple, dans la production d'électricité dans les grands groupes, dans le monde. Et on l'a abordé aussi parce qu'il y a un stimulus des investisseurs. Et BlackRock a été à la pointe dans ce domaine. Et je veux dire que ça a fait un effet considérable. Un effet considérable. En gros, le message, si vous me permettez, c'est vous êtes là pour créer la valeur à long terme, et donc prenez garde, sachez résister aux investisseurs activistes ou court-termistes qui vont vous demander de renvoyer du cash le plus vite possible, alors que nous attendons de vous que vous réinvestissiez de façon intelligente et créatrice de valeur à moyen et long terme le cash que vous générez par vos opérations. Ça a été un sujet extrêmement débattu, en tout cas dans notre conseil d'administration et dans nos comités. Et chez Orange, Stéphane, est-ce que les investisseurs, en fait, ont alimenté le débat? Est-ce que vous le faites spontanément? Vous avez un historique un peu particulier aussi. Mais indépendamment de ça, si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, toi, tu le vois évoluer comment et ça représente à peu près quel poids? Alors, comme je le disais, nous, on a une expérience particulière qui fait que peut-être on a anticipé un peu ce mouvement. Bien entendu qu'on est poussé aussi et encouragé par l'intérêt croissant de nos investisseurs en général et de ceux qui les assistent pour ces thématiques. Quelques éléments simplement pour illustrer ce qu'on fait chez Orange. D'abord, nous avons mis en place un baromètre social qui a pour objectif de mesurer justement la performance sociale. Parce que on peut dire quand même qu'une des grandes difficultés de tout cela, c'est que la performance économique, on a des outils, je dirais, objectifs et totalement partagés, comptables, financiers, qui permet plus ou moins de la mesurer quand même sans trop de débat. La performance sociale, ça reste encore... ça fait beaucoup de progrès, mais en même temps, toute la difficulté, c'est de donner des éléments objectifs à cette performance sociale. Est-ce qu'il faut la mesurer, notamment du point de vue de la perception des salariés, qui est un point très important? Moi, c'est une thèse que je pousse un peu. Il y a aussi d'autres, je dirais, indicateurs qu'il faut mettre en place. Donc nous avons mis en place un baromètre social qui est une enquête que nous faisons tous les 6 mois auprès de 4000 salariés, qui comporte toujours le même questionnaire, 50 questions, réparties sur 5 thématiques, dont une, je le mentionne, qui est la perception de la stratégie de l'entreprise, parce qu'on s'est rendu compte que c'était là aussi un des éléments de la performance sociale, enfin en tout cas de la perception par les salariés, qui est absolument essentiel. Est-ce que vous comprenez la stratégie de l'entreprise? Est-ce qu'elle vous paraît la bonne? Donc cet aspect-là est essentiel. Donc les résultats sont traités après au niveau des conseils et du COMEX? Bien sûr. Ce baromètre social, c'est donc tous les 6 mois, c'est un gros travail, un travail lourd. Et aujourd'hui, la communication des résultats du baromètre social est un événement interne. Je dois dire en passant d'ailleurs que les partenaires sociaux qui étaient un peu, forcément circonspects, disons, par rapport à tout ça au début, maintenant, ils sont les premiers à attendre impatiemment les résultats du baromètre social, parce que tout le monde y trouve quand même des enseignements très intéressants. Alors, en termes de gouvernance, plusieurs choses. D'abord, conseil d'administration, le DRH du groupe participe à tous les conseils d'administration, et à tous les conseils d'administration, il y a un moment qui est réservé au ce qu'on appelle un point social. Ce n'est pas forcément la bonne dénomination, mais il y a l'actualité, je dirais, sociale. Alors ça peut être les résultats du baromètre, ça peut être d'autres points qui sont faits sur tel ou tel aspect des choses, France ou international. Le DRH participe à toutes les séances du Conseil. Nous avons ensuite un comité de gouvernance et de responsabilité sociale et environnementale, présidé par une femme, Mona Seperi, qui, je dirais, a une approche extrêmement large de ces sujets. Donc bien sûr, elle s'occupe des questions de rémunération des mandataires sociaux. Non, dans notre cas, ce n'est pas un sujet forcément qui prend beaucoup de temps, mais il y a tous les autres aspects
de la politique sociale et de la performance sociale, la mixité, la place des femmes dans les circuits, enfin, dans les catégories de management, etc. Au niveau du comité exécutif, nous avons un suivi régulier de ces questions-là, bien entendu, et en particulier du baromètre social. Et nous consacrons aussi 2 fois par an une journée entière sur ces thématiques, et notamment sur tout ce qui est la gestion ce qu'on appelle les talent pools, c'est-à-dire la détection des potentiels qui ont vocation à rejoindre les 2 réseaux de management qu'on a constitués. Un qui sont les 300 principaux dirigeants du groupe et l'autre qui porte sur 1200 personnes à peu près, avec notamment un objectif de féminisation de ces réseaux, dont chacun sait qu'il prend du temps à être atteint naturellement, mais on progresse et ça suppose qu'on puisse détecter en amont aussi davantage de femmes. Et puis peut-être un dernier élément, j'ai mis en place en 2010, à l'appui du baromètre social, une mesure simple qui consiste à affecter 30% de la part variable des 1000 principaux dirigeants du groupe sur les résultats du baromètre social. Donc il y a, y compris naturellement la mienne. Donc dans les éléments variables de rémunération qui sont forcément quand même significatifs, il y en a le tiers en fait qui sont liés aux résultats que nous atteignons sur le baromètre social. Voilà, donc c'est aussi une façon, je dirais, d'aligner un peu les intérêts de tout le monde et de focaliser un peu les équipes de management sur cet aspect-là. Et juste un point, parce qu'on n'en a pas parlé, la présence des salariés dans les conseils, pour vous, c'est une bonne chose de l'avoir étendu à toutes les entreprises? Ça a changé quelque chose ou pas forcément? J'ai le micro, je dis juste un mot là-dessus. Bon, nous, on a toujours eu des salariés dans notre conseil. Moi, personnellement, je pense que c'est très bien, évidemment. Ça permet tout simplement d'échanger, de les écouter. C'est quand même... Les salariés qui sont présents dans les conseils d'administration sont aussi des lanceurs d'alerte. Il faut bien voir ça, parce que quels que soient les capteurs qu'on peut avoir dans une entreprise, quand on est dans des très très grosses organisations comme les nôtres, jamais personne ne peut prétendre savoir exactement tout ce qui se passe et éventuellement les risques qui peuvent poindre dans telle ou telle partie de l'entreprise. Donc il y a une fonction, on va dire, de lanceur d'alerte moderne qui est capitale du côté de la présence des salariés dans les conseils. J'ajoute que moi j'ai aussi proposé, quand je suis arrivé, à un des représentants élus des salariés de siéger au CGRSE, donc au comité de gouvernance, y compris pour la détermination de la rémunération des mandataires sociaux. À l'époque, ça avait créé un peu d'émoi. Bon, et en fait, je pense que là aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et positif. Voilà, donc moi, je suis un grand avocat de cela. Après, généraliser cette mesure dans les grandes entreprises, je pense que ça ne pose pas trop de difficultés. Dans les moyennes ou petites entreprises, ça peut être peut-être plus difficile. Je ne sais pas, mais fondamentalement, tout ce qui peut améliorer l'échange, améliorer le dialogue, améliorer la compréhension mutuelle des uns et des autres. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans un monde merveilleux, on est toujours d'accord, évidemment. Mais ça me paraît quand même globalement très, très constructif et très positif. Ça va plutôt dans le bon sens. Et vous, Gérard? Oui, alors nous avions, avant même la fusion avec Gaz de France, nous avions chez Suez un représentant des salariés actionnaires. Alors c'était facultatif. Et ça se passait bien. Après la fusion, c'est devenu obligatoire. Nous en avons 4. Mais ça se passe bien. Et finalement, nous avons décidé qu'ils participeraient aux 4 comités. Donc, nous avons des représentants des salariés dans les 4 comités. Et donc, je dirais, tous les grands syndicats français sont présents dans nos 4 comités. C'est un peu comme dans les conseils. Au fond, ça dépend beaucoup des personnes aussi. Parce que d'abord, il y a des règles de confidentialité à respecter. Alors, elles le sont, mais c'est pas naturel. C'est pas forcément naturel pour les partenaires sociaux. Mais enfin, ils le respectent. Et moi, je trouve aussi, comme Stéphane, moi, je suis plutôt partisan. Nous avons à apprendre. Oui, c'est du déminage, mais aussi pour faire partager la stratégie. Par exemple, nous, c'est un représentant de la CGT qui siège au comité de la stratégie. Et nous avons de très intéressants débats, et ça fait d'ailleurs quelques années maintenant, très intéressants débats. Je crois que ça permet à chacun de bien comprendre. Par exemple, actuellement,
La transition énergétique, ça veut dire un bouleversement des bases sur lesquelles le service public de l'énergie a été construit en France. L'admettre, c'est aujourd'hui constater une réalité, mais ce n'est pas simple. Ce n'était pas évident. Et de ce point de vue, la participation et le dialogue que nous avons eu dans le comité de la stratégie, comme d'ailleurs au sein du conseil d'administration, a été un élément très utile. Très utile. Alors, juste quelques questions, juste pour terminer. Je voudrais que vous vous livriez tous à un exercice d'évaluation. Si vous deviez évaluer les grandes multinationales, le niveau d'engagement de la gouvernance des grandes multinationales en matière de performance sociale, et que vous deviez, comme ça, globalement, donner un chiffre de 1 à 5 sur le niveau d'engagement, 1 étant le niveau le plus élevé, comment est-ce que vous l'évalueriez? Tiens, Stéphane. Tu donnerais quelle note? Pour Orange ou non, en général? Pour les grandes multinationales. En fait, comme ça, globalement, pour qu'on retienne un chiffre, selon toi, en fait, si tu regardes l'état dans lequel on est actuellement au niveau du capital, l'état des grandes multinationales, leur niveau d'engagement en matière de gouvernance dans la performance sociale. Alors, c'est le niveau le plus élevé. C'est le niveau le plus élevé. Bon. D'abord, la première remarque que je ferai, c'est quand même qu'il y a de grandes disparités dans le monde. C'est pour ça que je dis les qui très sont liées grandes. aussi à des facteurs culturels, mais nous, on est présent dans une trentaine de pays, en tant qu'opérateur, pratiquement 100 pays dans la partie B2B, donc on rencontre des situations extrêmement différentes, et je dirais la sensibilité à ces thématiques peut être très différente d'un pays à l'autre. Donc ne parlons que des entreprises françaises. Ou des grandes entreprises, voilà. Ou dans les pays développés, oui. Alors, en ce qui concerne les entreprises françaises, moi je pense que si on prend le CAC 40, disons pour faire simple, il y a eu beaucoup de travail et beaucoup de progrès ces dernières années, partout, parce que tout le monde est sensibilisé à ces sujets-là. Il y en a qui le sont plus ou moins, voilà, bien sûr, mais globalement, je pense qu'une entreprise comme L'Oréal, comme Michelin, comme ENGIE, nous, pour prendre que ces quelques exemples, mais je pourrais en citer d'autres, ont aujourd'hui vraiment une attention très très forte à ces questions-là. Donc c'est une quête permanente aussi. La performance sociale, elle n'est pas acquise pour l'éternité. En plus, elle est renouvelée en permanence, donc on ne peut pas considérer qu'on est à 1, certainement pas. On était peut-être plutôt autour de 4 il y a 10 ans. On est peut-être quelque part entre 2 et 3 aujourd'hui. Voilà ce que je dirais. Entre 2 et 3 en France. Ouais. Oui, enfin bon, parce que les thématiques se renouvellent en permanence. Je parlais de la digitalisation. Typiquement, la digitalisation, c'est un sujet qui a un lien direct avec cette notion de la performance sociale, qui la renouvelle un peu aussi, et sur laquelle on a tout à faire encore. On a inventé les choses. Donc voilà, pour moi, c'est ce qui compte, c'est la tendance, c'est la priorité qu'on y met. Et je pense qu'on est plutôt quand même sur une pente de progression. De progression. Gérard, vous diriez combien comme ça, from scratch? Alors, globalement, je dirais autour de la moyenne, en photographique, mais en dérivé au-dessus de la moyenne. En dérivé au-dessus de la moyenne. Oui, parce que la progression, si on regarde la tendance est bonne. Ça, c'est vrai pour l'Europe, avec d'ailleurs de meilleures notes en Europe du Nord qu'en Europe du Sud. Voilà. Et dans le monde, il y a des disparités considérables. L'Asie est, de ce point de vue, très en retard. L'Amérique latine, un petit peu moins. Et bien entendu, l'Amérique du Nord, sur certaines thématiques, très en avance. Très en avance. Et Eric et Jean-Nicolas, vous diriez quoi, vous? En fait, on le mesure. On le mesure continent par continent. Et c'est vrai que Amérique du Nord, Europe sont très bien placés. Donc je trouve que vous avez été même sévère avec vous-même. Parce qu'en fait, vous seriez bien mieux classé que ça par BlackRock. Juste pour, bonne nouvelle. Vous seriez bien mieux classé que ça. C'est vrai qu'on a plus de questions avec l'Amérique latine, les marchés émergents, voire le Japon. Mais là, c'est peut-être des incompréhensions culturelles plus qu'une mauvaise volonté de faire. Mais non, globalement, sur les critères ESG, l'Europe du Nord et les États-Unis sont très bien notés. Un petit bémol. Vous avez parlé des grandes multinationales. D'accord ? Le débat va être différent lorsqu'on descend sur des métiers. C'est pour ça que j'ai bien parlé des grandes multinationales. Parce que là, tout de suite, c'est un autre débat. Tout de suite, on va rentrer dans des problématiques qui sont différentes, mais en tout cas, sur les grandes entreprises qui sont présentes ici, je crois qu'on peut être très fier du positionnement des Français à ce niveau-là. Et Jean-Nicolas ? Je pense que je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent et que l'évolution va vers la prise en compte des intérêts et des centres de préoccupation de plus en plus de parties prenantes qui ont de plus en plus de demandes et d'attentes vis-à-vis des entreprises et que les entreprises aujourd'hui le réalisent et ont envie d'y répondre pour pouvoir protéger leur réputation, ça c'est d'un point de vue négatif, et pour pouvoir éventuellement en profiter
pour progresser encore plus avant. Et Nicole, je vais conclure avec Nicole parce qu'elle a des données objectives. Alors elle va aussi, comme BlackRock, nous donner quelques éléments tangibles sur le sujet. Je partage ce que vient de dire Eric sur, en particulier, le CAC 40. Ce que je vais vous dire d'objectif, c'est sur quel type d'indicateur on peut mesurer. Si je prends l'indicateur dont on a parlé ici, de bonus qui tiennent compte d'indicateurs extra-financiers, on le voit progresser, mais aujourd'hui, on est quand même encore en dessous de 15% sur ce sujet. Globalement, hein, pas seulement le CAC 40. Ce qui monte à la vitesse grand V, c'est les comités. Quels que soient les noms qu'on leur donne, mais là, on est, je dirais, sur les comités, maintenant, c'est presque le premier acte qui est posé pour démontrer qu'on va faire quelque chose. Une fois qu'on l'a fait, reste à savoir ce que l'on fait, ce dont on parle et à quoi il sert. Donc là, je dirais que maintenant, sur les comités, on doit à peu près globalement atteindre aujourd'hui quelque chose comme 35-40%, ce qui montre une tendance à la hausse, effectivement, sur l'intégration des sujets de responsabilité sociétale dans les conseils. Alors, juste pour terminer cette table ronde, j'aurais aimé que chacun d'entre vous, vous puissiez me donner 3 adjectifs pour définir ce que vous entendez par capitalisme responsable. Alors, allez-y quand vous voulez. Si vous êtes inspiré. Bon, vous n'êtes pas... Si. Moi, je dirais un capitalisme de conviction, moderne, participatif, innovant et digital. Ça, Gérard nous en donnait plein. Est-ce que Stéphane, Nicole, Eric ou Jean-Nicolas? Oui, je dirais à l'écoute de toutes ces parties prenantes. Moi, je suis convaincu que une entreprise ne peut réussir dans la durée que si elle apporte une solution à l'ensemble de ses parties prenantes, les actionnaires, les salariés, les clients et les sociétés dans lesquelles elle intervient. Et peut-être juste un autre mot qui est le mot de générosité. Alors, je sais bien que ce n'est pas forcément spontanément associé à celui de capitalisme, mais je pense que c'est une belle valeur de l'humanité et que justement parce que les entreprises qui sont dans un monde dit dur, de compétition, de confrontation, de recherche de la performance, elles doivent aussi trouver des espaces de générosité pour leurs propres salariés qui en ont besoin et aussi par rapport, une fois de plus, à l'environnement dans lequel elles travaillent. Très très rapidement. Moi, je dirais un capitalisme capable de discernement par rapport aux grands sujets que l'on a connus ces dernières années. Et je dirais aussi optant résolument pour la création de valeur globale, c'est-à-dire de la valeur sociale et environnementale en même temps qu'économique et financière. Peut-être j'ajouterais aussi, ça va avec l'idée que si on parle d'investissement, on se situe là aussi sur un parti pris d'investissement de long terme plus que de court terme. Moi, je voulais juste insister sur le mot mesurable. Ça a été évoqué par M. Richard tout à l'heure. Je crois que c'est la notion de impact investing qui dépasse un petit peu une notion d'ISR ESG, c'est-à-dire qu'on rentre dans quelque chose qui est volontaire, mais qui doit être mesurable. Et c'est, je crois, un petit peu l'étape dans laquelle on est tous en train de passer. Moi, je rajouterais un dernier adjectif qui est celui de la transparence. Transparence parce que, de nouveau, les parties prenantes qui, comme je l'ai indiqué, sont très multiples, ont des attentes de transparence, de savoir comment les sociétés, les grands groupes industriels et autres se positionnent par rapport à toute la problématique de la performance sociale. Mais les exigences de transparence vont de plus en plus également à l'intention des investisseurs institutionnels eux-mêmes, de savoir comment ils vont expliquer, se positionner par rapport à cette problématique ESG. Écoutez, je vous remercie beaucoup.